Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue dans cet épisode 10 du 19e trou. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on va très bien et on a beaucoup de choses à vous dire. On va poser la question habituelle, la question weekly. Pierre, comment vas-tu? Écoute, je suis très content d'être ici avec toi ce soir pour enregistrer ce petit épisode. Tu vois, moment un petit peu relax, beaucoup de boulot, pas mal de péripéties, mais écoute, on est là. Comme tu l'as dit, on a énormément de choses à couvrir aujourd'hui. Ouais. Il y a eu beaucoup de golf, beaucoup de golf arrive aussi, donc ça va être très cool. Un petit rappel, si jamais vous nous regardez là sur votre petit écran d'ordinateur ou de smartphone, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, voilà, ça nous pousse à continuer. Et voilà, pour l'intro, écoute. T'as tout dit, Pierre. T'as tout dit. Tu commences à devenir un expert. Et je prends mes marques et c'est une machine, enfin ça roule quoi. La machine est rodée. Ouais. Bon, alors un petit peu, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? On va parler du NetBank Challenge, voilà, un tournoi sur l'European Tour en Afrique du Sud. On va parler des franchises au NetBank Challenge, on avait 4 franchises. On va parler des PQ3, les étapes qualificatives aussi pour aller sur le DP World Tour l'année prochaine. C'est en ce moment, on en parle mais c'est pas fini. On va parler du Houston Open, le recap de ce tournoi avec encore un gros tournoi. De beaux joueurs et on va parler aussi, on va préparer un peu la semaine prochaine parce que le week-end prochain il y a beaucoup de golf, il y a le DP World Tour, le tournoi final, la finale. On s'envole pour Dubaï. Le RSM Classic Preview sur le PGA Tour et on va faire aussi un petit point Actu News. Il y a des tournois qui sont un petit peu à l'arrêt actuellement mais il y a beaucoup de nouvelles pour l'année prochaine, beaucoup de news. Petites news croustillantes. Exactement. Mais bon, sans plus attendre, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce NetBank? Qu'est-ce qui s'est passé au NetBank en Afrique du Sud? Écoute, à Sun City. Écoute, déjà, ça a l'air magnifique. Quand tu vois les stories déjà de nos franchises qu'on suit sur Instagram, ça a l'air absolument incroyable comme environnement. Bon, malgré qu'ils aient eu du mauvais temps, je crois, ils ont été pas mal retardés, des choses comme ça. Mais on a eu un super tournoi où en plus, on a un vainqueur que j'apprécie beaucoup, Tommy Fleetwood. Où ça faisait... il fait toujours une très bonne saison, mais voilà, on aime bien le revoir là, comme ça, gagner les gros tournois. Ouais. Surtout qu'on avait un peu un duel des deux des meilleurs joueurs de l'année sur l'European Tour, entre Fleetwood et Fox. Donc c'était vraiment agréable à regarder, et en plus un finish un peu tendu, et des très jolis shots pour finir, clutch, sous pression, il était là, Tommy, donc ça rappelle un peu le Tommy, tu vois, la Ryder Cup comme ça. Ouais, totalement d'accord. C'est vrai, je ne peux que confirmer un petit peu ce que tu viens de dire. On nous dit que je dis totalement d'accord avec toi, Pierre, donc je ne fais que confirmer ce que tu dis. Mais voilà, on a eu un super finish. C'est comme tu l'as dit, Fleetwood Fox, c'est numéro 2, numéro 3 à la Race to Dubai, derrière le grand McIlroy. Mais voilà, c'est... Derrière le grand McIlroy. Mais c'est vrai qu'on a eu un beau tournoi, il y avait beaucoup de très bons joueurs, les meilleurs d'ailleurs du DP World Tour presque étaient tous là parce que c'était un tournoi, un champ un peu réduit avec 60 ou 70 joueurs si je dis pas de bêtises. Beaucoup de tournois, Tommy qui gagne, un bel eagle ou un birdie au 14, je sais il boite la sortie de bunker au 14 là, pour faire eagle. C'est assez incroyable. Derrière, c'était pas gagné parce que voilà, ça s'est joué à un coup, il a un coup d'avance sur Ryan Fox au final, il fait 4 parts pour finir. Donc il y avait de la tension, on avait 2 joueurs qui ont fait des bogeys pour pas gagner ou pour pas aller en playoff, donc c'était vraiment sympa à regarder. Déjà, et en plus je sais pas si tu as vu le coup de cul que Tommy a eu au trou numéro 1 du dernier tour, je crois. Je dormais. Donc, ok, tu dormais. Bon bah, lui ne dormait pas. Et il tape un coup de fer, j'imagine un petit peu topé, va taper dans les tribunes, revient sur le green, donc c'était voilà, sa semaine à lui. Et il la mérite, donc ça fait plaisir. Mais effectivement, tu as Fox qui fait bogey au 18, tu as Sharma qui fait bogey 16-17 pour rater le playoff de 2 coups. Donc voilà, c'était vraiment serré. Et Fox, en fait, en plus, s'il gagnait ce week-end, il prenait la tête de la Race to Dubai. Ouais, parce que c'était pas à négliger, mais il pouvait prendre la tête. Malheureusement, il ne la prend pas. Mais bon, encore une 2e place. Lui, il joue assez... Il joue incroyable. Ce serait intéressant, j'ai pas regardé avant son classement mondial un petit peu là, mais c'est vrai que cette année, l'évolution entre je pense la fin 2021 et maintenant sur son classement mondial, ça doit être assez impressionnant. Pour vous refaire rapidement un peu le leaderboard, donc on l'a dit, Fleetwood premier à -11, donc -11 sur 4 tours, le parcours se défendait quand même bien, faut le dire.
Deuxième, Ryan Fox -10. Troisième, tu l'as mentionné, Sharma -9. Un coup d'avance devant Richie Ramsey, l'Écossais. Sébastien Soderberg qui finit et 5e ex-aequo avec Christian Bezoy-Denhout à -7 et qui du coup se qualifie pour la finale la semaine prochaine. Et c'est un truc qu'on avait clairement pas compris, c'était que tous les joueurs qui étaient là n'étaient pas assurés d'aller à la finale. Typiquement, Thomas Detry, avec son dernier tour très moyen, finit une place en dehors de la finale. Premier en réserve, voilà. Exactement. Donc alors, voilà, ça déjà peut encore évoluer parce qu'il y a des joueurs qui peuvent pas venir, mais c'est vrai que voilà, en fait beaucoup de joueurs, normalement c'était les meilleurs joueurs du DP World Tour qui venaient sur ce NetBank, mais il y en a certains qui ont fait un peu l'impasse parce que le déplacement en Afrique du Sud avant d'aller aux Émirats, il y en a qui ne voulaient pas le faire et ça se comprend à la rigueur. Donc du coup ça laissait un peu des places à ceux aux joueurs qui étaient à 10-15 derrière la limite pour aller à la finale, qui ont pu, surtout Sébastien Soderberg, faire une bonne performance et rentrer dans le champ pour jouer la semaine prochaine. Et après on a Gavin Green à -6, Maximilian Kiefer à -5, encore un Allemand, Minwoo Lee aussi qu'on voit régulièrement sur des tournois à -5, et Richard Blend aussi à -5. Donc ça reste un beau leaderboard, ça reste un beau top 10. Richard Blend, un joueur du livre d'ailleurs. Un joueur du livre, exactement. Donc bon, c'était un très beau tournoi, ça avait l'air d'être vraiment magnifique, tu l'as dit, on a vu les stories, c'était sympa. Bon, moi j'ai surtout vu celle de Romain dans le jet pour rentrer, mais pour aller à Dubaï. Ouais. Exactement, c'était plus sympa ça. Plutôt que les crocodiles sur le Big bord de Rich parcours. Town, un Romain. Profite. Donc voilà, c'était très sympa. Moi, ça m'a pas focalisé. Pour être honnête avec vous, je me suis pas focalisé non plus sur le NetBank ce week-end. J'étais un peu plus intrigué par ce dont on va parler un peu plus tard, les PQ3. Mais on va peut-être d'abord parler un peu de nos Français. Nos franchises. Je vais te lancer plus tard, mais on a une semaine, un petit peu moyenne. Avec nos franchises, on a Romain qui finit 29e ex-aequo, Antoine Rosner 32e, Mathieu Pavon 41e et Victor Pérez 44e. Donc voilà. Pas une, je vais pas dire une bonne semaine, autant que ça soit un champ qui soit relevé, tout ça. Voilà, on aurait pu espérer un Français qui se mêle à la lutte pour un top 5, un top 10 et des places de meilleure facture. C'est un petit peu dommage. Si tu commences comme ça, je ne sais que dire. C'est un petit peu dommage. Déjà, il y a un truc, il y a une stat qui est vraiment toute simple. On a 4 joueurs qui font 4 tours, donc 16 cartes. On en a 6 sous le par. Déjà, moi je vais commencer très simple. Il y a une seule personne qui a cassé les 70, c'est quand même Antoine Rosner sur son 3e jour. Sinon, les cartes sous le par, c'est 71 ou 70. Tu vois ? Moi je vais commencer par ça. Non mais, on va peut-être dire que je suis dur, mais je vais commencer par ça. Tu vois, c'est quand même... Score total, Victor Pérez +3, Pavon +2, Rosner dans le par, Langasque -1. Bon. Mais tu vois, et j'aime beaucoup parce que t'es dur, mais tu vois, tu as des facts un petit peu. Tu vas me donner des stats, tu vas me donner des métriques qui me disent tiens, oui, tu as raison, les Français n'ont pas été bons cette semaine. Alors, le parcours était pas facile, on l'a dit. Ça s'est gagné à -11 sur 4 tours. Quand on sait qu'il y a des tournois qui se gagnent à -24, ok, c'était pas le parcours le plus simple. Il y avait des conditions, tu l'as dit, très dures, très complexes. Ils ont dû aussi à un moment arrêter de jouer parce qu'il y avait de l'orage. C'était pas simple, je te l'accorde. Mais bon, on doit se contenter de quoi ? D'un Rosner qui est top 30 à la Race to Dubai avant d'aller à la finale, c'est ça ? C'est ça notre vie maintenant ? Je pose la question. Ça l'a été pour pas mal d'années, cette vie-là. Mais si on aime bien se contenter de la médiocrité, c'est très bien. Si on aime bien les encouragements quand on peut avoir les tableaux d'honneur, c'est pas mon problème. Bon, non, mais écoute, je suis assez d'accord. Tu mets bien les mots crus dessus, mais voilà. Dans le fond, je suis dur, d'accord. Mais c'est juste pour donner mon point de vue, quoi. C'est bien d'avoir 4 Français. Il y a des pays qui n'ont pas 4 Français. Je suis d'accord avec toi. On a des joueurs. C'est sûr qu'il y a des pays qui n'ont pas 4 Français. Ça. Ils n'ont pas 4 joueurs, exactement. Voilà. Mais bon, on a 4 joueurs déjà dans le top 60. C'est bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais voilà, on a envie qu'ils fassent plus en fait. De ce que j'ai vu dans des posts de fin de tournoi, trucs comme ça, j'ai l'impression que la majorité, tous étaient un petit peu déçus ou disaient que c'était clairement pas la meilleure semaine de golf pour eux. Donc je pense qu'ils s'en rendent.
Bah, mais Ils l'ont noté, voilà. ils ont pas besoin de mon analyse pour Non. savoir. Tu sais. Non, ça. Mais c'est peut-être de bon augure pour une semaine chagrin, une semaine malin qui arrive. Et c'est la finale la semaine prochaine. Ouais, et c'est le moment, c'est Et c'est là. C'est à la finale qu'il faut c'est bien la finale. performer. Donc c'est à la finale. Si tu gagnes la finale, tu as bonne chance de bien finir à la Race to Dubai. Hein. Ouais, c'est non, bon, écoute, c'est donc ouais, on va pas parler tout de suite de la finale, mais voilà, on va en parler. Mais c'est vrai que très excité pour ce week-end. 4 Français, ça fait bien plaisir. Mais donc il y avait un paquet d'autres Français qui jouaient pour justement les rejoindre, ces 4-là, l'année prochaine, au PQ, en Espagne. Et ben écoute, bon, il y a un tour qui a été annulé pour le moment, donc ils ont un tour de retard. Donc aujourd'hui, ils ont fait 4 tours. Donc il y a eu le cut des 4 tours qui est tombé. Et donc nous avons 8 Français. 8, ouais. 7. Nous avons 7 Français qui passent le cut, dont quelques-uns très bien placés. Donc c'est très cool de voir ça. Et enfin voilà, dis-nous un peu qui est sur le radar là, qui va aller rejoindre les 4 mousquetaires l'année prochaine. Et bah, comme tu l'as dit, voilà, on a, je pense, une petite vingtaine de Français engagés, si je dis pas de bêtises. On en a 7 qui passent le cut. Pour vous refaire le format qu'on avait fait rapidement la semaine dernière, 6 tours de compétition, 2 parcours. Les 4 premiers tours, à la fin des 4 premiers tours, on a un cut, on prend les 75 premiers. Il reste 2 tours supplémentaires et c'est les 25 premiers, 20 ou 25 premiers. On est sûr qu'ils refont 2 tours là. Hein. Pour l'instant, à l'heure actuelle, à l'heure où on mais, tourne, on est sûr qu'ils font 2 tours, mais c'est encore en discussion. Ok. Mais pour l'instant, a priori, il y aurait encore 2 tours. Et donc, on a 7 Français qui sont dans les 75 premiers. Et pour l'instant, on a aussi, si je dis pas de bêtises, 5 Français qui sont dans potentiellement des places qualifiables pour aller sur le DP World Tour l'année prochaine, avec en tête de file Joël Stalter. Et ça, pour moi, tu vas me donner ton avis, mais c'est une surprise. Enfin, c'est une surprise, mais en même temps, si je me rappelle bien, la semaine dernière, on a dit il y a 2 semaines, le dernier tour de l'European Tour, où il avait fait une bonne place. Il avait fait pas un top 10, mais une 13e place, un truc comme ça. Donc, il n'avait pas gardé sa carte, ni quoi que ce soit, évidemment, il est là. Mais au final, pas une surprise. Et cool de voir que, tu vois, la perf d'il y a 2 semaines, certainement un peu lui donne l'élan pour continuer à très bien jouer. Et parce qu'il est 3e ex-aequo sur un champ de 160 joueurs ou quelque chose comme ça, à moins 18. Et moins 8 aujourd'hui. Moins 8 aujourd'hui. Enfin voilà, là, clairement, il nous dit, les gars... Vous étiez peut-être foutu de ma gueule il y a 2 semaines et dire que je gardais pas ma carte, mais là je vais la choper comme ça. Et ça fait grave plaisir. Parce que Joël, il joue depuis maintenant, je pense, 8-10 ans, 8 ans je dirais, chez les pros. Il a fait 1 ou 2 saisons sur l'European Tour, beaucoup de challenges. Il grind et ça fait grave plaisir de se dire que potentiellement avec 2 bons derniers tours, il revient chez les grands l'année prochaine. Donc très content pour Joël. Exactement. Alors là, vraiment aligné sur ce point-là, très content pour Joël. Je dis juste que surprise dans le sens où sa saison sur le Challenge Tour, pas ouf, assez loin au classement. Ouais. Il a jamais vraiment joué, il a pas fait beaucoup de top 10, pas passé beaucoup de cuts. Une saison sûrement qui est très difficile pour lui. Donc je m'attendais pas à ce qu'il soit 3e après 4 tours. Donc c'est toujours les surprises du golf et c'est une très bonne nouvelle, vraiment très content pour lui. Mais je m'y attendais pas sur la saison. Tu vois, quand je vois un Hugo Cousseau qui est 21e, vu sa saison sur le Challenge Tour qui a été bien meilleure que Joël, bon, il est 21e, c'est pas non plus 3e, mais voilà, c'est... Je vais juste checker, continue, mais... Ça reste une belle paire. Donc pour revenir sur nos Français, donc on vous l'a dit, Joël Stalter, 3e après 4 tours, passe le cut à moins 18. David Ravetto aussi, qui est 10e ex-aequo pour l'instant, à égalité... non, il est il a égalité avec des personnes, mais il n'y avait pas d'autres Français. Et on a aussi Gary Stahl après 4 tours et Mike Lorenzo Vera qui sont pour l'instant 17e. Et on a Hugo Cousseau 21e comme je le disais et Clément Berardo et Adrien Sadier qui sont aussi 41e ex-aequo. Il va falloir aller chercher des bonnes cartes sur les 2 derniers tours s'ils veulent aller récupérer quelque chose sur l'European Tour l'année prochaine. Mais pour l'instant, voilà, ils sont dans les clous et ils ont fait le plus dur. Ils sont toujours là après 4 tours. On a 5 Français sur 7 qui sont dans les places qualifiables et on en a 2 qui n'y sont pas mais qui sont un peu loin. Il va falloir aller chercher les cartes basses. Ils sont moins 8 pour l'instant, la qualificative c'est moins 12. Il faut faire des cartes basses sur les 2 derniers tours, mais on l'a vu, c'est possible. Joël il a fait moins 8 aujourd'hui. Ouais, et ce que je regardais, c'est que Joël, en fait, la majorité de son année a été faite sur l'European Tour. Parce qu'il a joué
24 tournois sur l'European Tour pour 8 sur le Challenge Tour. Donc c'est pour ça que sur le Challenge Tour, bon, il est 180e, évidemment il a joué que 8 tournois, mais il a fini 195e sur le DP World Tour où il a joué 24 tournois quand même. Donc il jouait la majorité de son temps sur le DP World Tour. Donc voilà, enfin non mais t'as sorti la stat, mais c'est pour ça. Raison, parce que moi, je pense t'as raison, c'est c'est un peu une saison mi-figue, mi-raisin de il a certainement essayé un peu de Challenge Tour, je sais pas, les semaines où il était pas dans l'European, enfin il pouvait pas rentrer dans les tournois, trucs comme ça, ou bon bah même avec ses 8 tournois, il a pas dû performer très très bien, et après les 24 tournois sur l'European Tour ou sur le DP World Tour où ça a été un peu compliqué. Mais écoute, voilà. Non mais là on a un beau petit groupe de Français. C'est vrai que Hugo et Clément ils sont à moins 8. Et c'est combien qui passent déjà? Non, Hugo ça va, il est à moins 12. Il est non, c'est Clément et Adrien qui sont à moins 8, qui ont 4 coups de retard en gros sur les places qualificatives actuellement. Mais sachant que 4 en 2 tours. La moyenne de score un petit peu des 21 premiers, je regardais un petit peu. Bon, c'est quand même en moyenne moins 3, moins 4. Donc, s'ils font moins 3, moins 4 et qu'on reste sur cette moyenne, a priori, ils font moins 4 les 2 jours, ils passent pas. Donc il va falloir les chercher bas. Ouais, non, mais ils font. Ce que je dis, c'est à la louche. Hein. Ça se trouve, moins 3, ils passeront peut-être ric-rac. On connaît pas les conditions, on sait pas comment ça va se passer. Ouais. Mais pour l'instant, voilà, il faut aller chercher des gros scores. Il faut aller claquer une grosse carte demain matin, demain ou après-demain. D'ailleurs, parce qu'ils jouent pas 36 trous, mais 9h33. Non, c'est vrai que c'est une grosse opportunité. Et en plus, là, ils peuvent y aller un peu couteau entre les dents. C'est un peu tout ou rien là, donc il faut. C'est le cas de tout le monde, hein, donc c'est pas les seuls qui se disent tiens je peux attaquer. Mais voilà, on sait jamais. Ils ont fait des grosses cartes cette année, ils sont capables de les refaire là demain ou mercredi. Et voilà. C'est sûr que Adrien, il était quand même à 2 doigts de garder, d'aller choper sa carte sur le DP World Tour avec le challenge, ça s'est joué à rien. Là, il est sur les PQ3, il lui reste 2 tours dans l'année pour essayer d'aller sur son objectif final qui est l'European Tour. Ouais. Il reste 2 tours. T'arrives pas en te disant la balle, là, je pense. Hein, Adrien, vas-y. Hein, tu t'appelais faire comme jamais, vas-y. Hein. Les babattes à foison et vas-y, on y va. Donc voilà. Et bon, après, on vous parle pas trop de ceux qui sont pas passés, mais pour les plus gros noms dont on a parlé un peu dans nos précédents podcasts, on a Frédéric Lacroix. Bon, je l'avais dit, il va falloir qu'il aille faire ses armes sur le Challenge Tour, il a confirmé ce que je disais. Robin Roussel, qui redescend du coup de l'European Tour cette année, qui n'a pas réussi à garder sa carte et qui va aller sur le Challenge Tour. Et après, on a Victor Rioux, Grégory Bourduy, Félix Maury, qui était déjà sur le Challenge Tour, Pierre Pinault aussi, Grégory Avray, et des joueurs dont on a un peu moins parlé, Antoine Pouguet, Damien Perrier, Jérôme Lando Casanova et Nicolas Platré Le Biarro, qui ont... tenter leur chance, ça a été un peu dur. Quand je vois les scores, je vois des 8 devant, pour certains ça fait un peu mal, mais voilà, ils ont tenté leur chance, ça s'est pas fait et ils retenteront l'année prochaine sûrement pour la plupart. D'un bogey player. C'est bien, ils sont cool, de temps en temps ils nous font des petits scores comme ça et ils nous rappellent qu'ils sont humains. Exactement. Mais écoute, je crois qu'on a fait le tour de notre actu ici de ce côté de l'Atlantique. On va pouvoir aller chez les Texans, où je n'ai toujours pas de boots, mais en tout cas... où on avait le Houston Open, où on n'avait pas un champ de dingue, hein, clairement. On avait quelques joueurs, on avait du Tony Finau, du Scotty Scheffler, du Justin Rose, donc voilà, Alex Noren, quelques joueurs. Et c'est Tony qui a un peu survolé le truc. Il n'a pas tremblé. Hein. Il n'a pas tremblé, il y avait pas trop de quoi trembler en plus, parce qu'il a été co-leader ou leader après chaque tour. Il avait 4 coups d'avance avant le dernier tour, il en avait 4 avant l'avant-dernier, après 2 tours. Donc et il en a fini avec 4 d'avance. Ouais, non, et voilà. Enfin, il s'est baladé, hein. Il s'est baladé. Après, il disait que c'était la première fois qu'il était dans cette position un peu de balade. Ouais. Et donc, qu'il a bien géré ça. Et en fait, comment il a géré ça, c'est de rester très... il avait sa stratégie en place. Je fais ça, je sors pas de mes gonds. Parce que c'est vrai que, en m'imaginant dans ces positions-là, comme ça, où tu as pas mal de coups d'avance, ça doit pas être évident à gérer de temps en temps. Parce que tu sais pas la motivation un peu la motivation déjà, mais tu sais pas trop ce que tu fais. Est-ce que j'attaque à drapeau? Est-ce que je la joue tranquille toute la journée? Donc est-ce que tu dénatures complètement ton jeu ou est-ce que tu restes sur ce qui fait que ça marchait depuis 3 jours? Donc certainement droit au drapeau, les putts qui tombent. Donc et on va pas se plaindre d'avoir 4-5 coups d'avance avant un tour, hein. Mais
c'est toujours, je pense, une situation et un scénario pas évident parce que après, tiens, je fais un double, j'en ai encore 4 d'avance, tu vois, typiquement. Bon, tu pourrais te dire, je m'amuse et c'est pas grave, tu vois. Et tu tombes dans cette spirale qui peut t'emmener dans des endroits où tu veux pas aller. Et en même temps, t'es sur le PGA Tour et t'es pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui était dans le top 10 qui claque moins 9. Donc, et ça n'a pas été le cas ce week-end. Donc ça n'a pas été le cas, mais voilà. Donc tu sais pas, je comprends que c'est une très bonne question et ce serait une des questions que j'aurais envie de poser à Tony, c'est comment tu arrives un petit peu à te dire j'y vais pas, je pousse pas, je fais 5 trous, je suis dans le par, je vois que derrière ça s'affole pas, donc est-ce que je pousse et puis si au bout de 5 trous je suis dans le par, j'en vois qu'il y en a un moins 4 après 5, il est revenu à 2 coups. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question à savoir parce que moi personnellement ça m'arrive jamais parce que dans les amateurs tu sais pas grosso modo ce qui se passe, puis vu que je suis plus 8 appelé 8, mais en général on sait très rapidement que dans tous les cas ça va pas se jouer chez moi, mais voilà c'est... Ouais, non mais écoute, donc il a gagné ça, tranquillou, c'est sa 5e victoire sur le PGA Tour. Pour les autres têtes d'affiche, on a Scotty qui se glisse dans le top 10 avec une dernière carte de -3, donc qui finit 9e ex-aequo si je ne me trompe pas. Et après, on a Justin Rose qui doit finir 15e, et après on a deux mecs là, les 2e et 3e. Le rookie un peu. Ouais, les Tyson Alexander et Ben Taylor qui finissent 2e et 3e alors qu'ils n'avaient jamais fait de top 10 sur le PGA Tour pour le moment. Bon, c'est bien, bravo à eux. Tching, boum, ça tombe. Ça peut lancer une saison. Hein. Bah, en même temps, hop, ça sécurise pas mal de puntos et de cash aussi, donc ça, tu respires un peu mieux, je pense, après une première perf comme ça. Sinon, pour vous dire, bah voilà, tu parlais d'Alex Noren qui a fini 4e ex-aequo, Adam Hadwin, qui est un Canadien qu'on connaît un petit peu, qui a fini 7e. Voilà, un tournoi du PGA Tour encore. Enfin, on est redescendu d'un niveau après. Enfin, ça fait 2 semaines là que c'était un peu moins bien parce qu'on avait eu un beau tournoi, je sais plus où. On avait eu un beau du PGA Tour il y a 2-3 semaines. On avait quand même un paquet on avait un paquet de bons joueurs. Là, ces deux-là, ils retombent un peu. Et la semaine, enfin, voilà, on va pas spoiler le preview de la semaine prochaine, mais c'est pas non plus la mer à boire. Ouais, voilà, c'est pas très fun. Donc voilà pour ce PGA Tour. Voilà un peu ce qui s'est passé ce week-end surtout. Oui, et on peut passer et maintenant, next weekend. Exactement. Et voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on vous conseille de regarder et quels sont un petit peu les attraits et les choses intéressantes à regarder la semaine prochaine? C'est un peu ça qui nous intéresse maintenant. Et on a des gros tournois. On a un gros tournoi, la finale du DP World Tour, qu'on ne va pas rater sous aucun prétexte, avec tous les meilleurs. Tous les meilleurs, ils jouent pour un gros pactole, ils sont là, le classement est en plus un peu serré, donc... il est serré pour les 3 premiers, et encore. Pour vous refaire un peu le classement, on a McIlroy qui est premier, 4154 points, alors on relativiser les points parce que bon, grosso modo, on connaît pas trop la différence, mais Ryan Fox 4026, donc 100 points d'écart. Déjà, on passe au 3e, Fitzpatrick 3150, donc déjà 1000 points de retard, donc déjà s'il gagne pas, il gagnera pas le DP World Tour de manière générale. J'ai pas le barème des points en plus. J'ai pas le barème des points, mais moi non plus, mais voilà. Et on a Tommy Fleetwood 4e à 2836 points. Bon. Et après on est de la 5e à la 9e place, on est entre 2007 et 2003. Donc déjà de la 5e à la 9e, s'ils gagnent pas ou qu'ils finissent pas 2e, en espérant que les 3-4 premiers ne fassent pas des bonnes places, ils pourront pas gagner. Donc grosso modo, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur ce tournoi, mais ça va se jouer, et je prends pas beaucoup de risques en le disant. Le vainqueur du DP World Tour se jouera entre McIlroy, Fox, Fitzpatrick, et je peux te mettre Tommy Fleetwood si je suis gentil, quoi. Donc voilà, donc ça va être serré, c'est les 60 meilleurs, même 50 d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ouais. Ils sont que 50 ou 51 pour l'instant. C'est les 51 meilleurs qui se retrouvent à Dubaï, et voilà, et en général, en même temps, historiquement parlant, tu me diras peut-être si je me trompe, mais c'est en général un des 3 premiers avant la finale qui remporte le classement général. La dernière, c'est Morikawa qui était déjà en tête, je crois. Donc oui, c'est le cas. J'essayais de trouver s'il y avait un barème de points là. Je le trouve pas tout de suite, donc on va faire 100. Mais non, là c'est gros tournoi. Attends, t'as un paquet de bons joueurs. T'as du Hovland que tu vois pas souvent. Enfin, tu vois de temps en temps sur le DP World Tour. T'as un vainqueur de Major cette année avec Fitzpatrick, si je me trompe pas, déjà.
Enfin voilà, ça va être un très... Et en plus, c'est voilà, le parcours à Dubaï qui a l'air trop stylé, qu'on connaît un peu en regardant la télé depuis 5-6 ans, avec ce par 5, avec la rivière là, qui coupe en deux le fairway et qui va jusqu'au green. Enfin voilà, c'est l'apothéose de l'année pour le DP World Tour, où je pense que avec l'arrivée du livre et DP World Tour qui perd un petit peu de son attrait et tout ça, qui devient assimilé dans le futur pourrait, en tout cas, devenir la deuxième division du PGA, enfin tu vois, PGA Tour Division 1 et DP World Tour Division 2. C'est un truc important où là ils sont contents d'avoir tous leurs gros joueurs qui viennent, McIlroy qui va en faire des tonnes et des tonnes pour le DP World Tour, pour l'European Tour, machin. Donc c'est le gros événement pour eux pour finir l'année et pour calmer les bruits du livre et des choses comme ça. Enfin voilà, c'est et en plus golfiquement on va se faire grave plaisir parce que là il y a du paquet de bons joueurs et ça va faire très plaisir. Pour compléter ce que tu as dit, l'année dernière Collin Morikawa était déjà en tête, il gagne, il prend 2000 points. Ok, bah alors t'as le barème ici. C'était le barème de l'année dernière, oui, donc a priori ça devrait être similaire. Après similaire. Tu gagnes, tu prends 2000 points. Donc c'est sûr que Tommy Fleetwood, il est 4ème avec 2800 points, il gagne, ça fait 4008. Mais encore une fois, McIlroy, il en a 4100. Bon, après, il semblerait que tu puisses pas sortir du top 3, quoi. Donc voilà. 4100, a priori, voilà, l'année dernière, 4ème, 5ème, tu prenais que 550 points. Donc attends, c'est quoi le classement là? Fleetwood, il a. Ok. Non, mais en fait, à partir de la 4ème place, il faut qu'il gagne. C'est très simple. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Je regarde qui potentiellement peut gagner si les mecs devant ne jouent. Jusqu'à Peters en fait. Peters, mais il joue. Je suis même pas sûr de l'avoir vu dans la liste, Thomas Peters. Ouais, Peters, s'il gagne. Il gagne, allez, potentiellement, si Rory fait pas top 3 ou fait plus. Top 5, il pourrait gagner. Donc, allez, on va dire qu'on s'arrête. Ouais, il faut que voilà. Rory soit 7-8ème. Peters, Rory, il y a encore un scénario où potentiellement ça peut se. Enfin, allez, avec. En imaginant Rory qui joue bien au golf, mais bon, tu sais jamais, top 3 sur un tournoi comme ça. L'année dernière, il fait moins 12 avec un plus 2 au dernier tour. Donc il a un peu craqué le dernier tour. Ouais. Bon, il était moins 14 au départ, il finit moins 12. Donc on s'en rappelle, il avait un peu craqué, il avait fait, je me rappelle, bogey au double 2 fois au 18, en mettant dans l'eau à chaque fois. Il a pris quasiment 400 points. Donc si on imagine qu'il fait à peu près la même chose, 400 points, il finit à 4005, 4006. Tu rajoutes 2000 et tu vois un peu qui gagne, quoi. Donc tu peux aller, oui, voilà. C'est ça, c'est du Peters, voilà, Peters. Mais encore une fois, faut gagner. Hein. Deuxième place, déjà, t'es plus qu'à 1002. Hein, donc, et encore, mais alors, je te laisse continuer, mais je vais regarder parce que Peters, je suis même pas sûr de l'avoir vu dans l'entry list. C'est une bonne question, ça j'ai un doute. Mais bon, après, il faut savoir aussi que gagner au DP World Tour pour cette finale, c'est quand même 2 700 000 € dans la poche. Donc on n'a pas payé ses impôts, mais ça fait toujours du bien au portefeuille. Hein. Il est pas là, Thomas Peters? Il est pas là. Il joue pas, donc voilà. Ok, bon bah voilà, comme ça on apprend des trucs tous les jours. Et ça, je pense que ça arrange aussi McIlroy, parce que ça reste toujours une personne en plus dans le top 6 ou 7 qui peut payer. Je pense qu'il McIlroy, très honnêtement, d'autre chose. McIlroy, il va s'assurer de faire moins 4 de moyenne sur 4 tours, et puis après il verra s'il y a quelqu'un qui fait ouais, en plus, il joue tellement bien là, il faudrait une grosse perf, mais une très très grosse perf d'un mec, parce qu'autant que Ryan Fox il joue très bien, pour moi, Ryan Fox, il joue très bien sur du tournoi régulier de l'European Tour. C'est certainement là du classement celui qui joue le plus de tournois, donc qui a le potentiel à glaner le plus de points. Et tu vois, c'est le mec qui, voilà, bon, il a gagné 2 ou 3 fois cette année, donc la deuxième place, donc il joue très très bien, mais il est là tous les week-ends. Donc, mais là, je pense qu'il a fait 28 Fox, il faudrait qu'il soit sur une autre planète. Et après, il y a du Fitzpatrick, Fleetwood, Hovland, pour moi, qui peuvent aller titiller Rory, même si Rory est dans une belle semaine. S'il est dans une très grosse semaine, bon, bah, il y a très peu. Aucun de ceux-là vont pouvoir rivaliser, mais voilà. C'est celui. Rory a tout à perdre. Voilà, je mâche un petit peu mes mots quand même, mais c'est lui qui a tout à perdre parce que c'est lui le meilleur joueur d'une tête. Et voilà. Totalement d'accord avec toi. Voilà, je l'avais pas dit depuis le début, mais maintenant je le dis. Totalement d'accord avec toi. Tu l'avais déjà dit quand tu disais qu'il fallait que tu arrêtes de le dire. Ouais, mais bon, là je le dis vraiment dans le contexte. Bon, ben voilà. Et alors, une fois qu'on aura regardé tout le DP World Tour ce week-end, on aura, si jamais on a encore envie de regarder un peu de golf, un petit peu de golf de l'autre côté de l'Atlantique, puisque
Sur le PGA Tour, nous avons le RSM Classic, Exactement. qui est un peu un tournoi, comme tu le disais, comme celui qu'on a eu ce week-end. Voilà, il y a quelques bons joueurs, mais c'est pas un gros champ. Et Parce que du coup, il y a la finale. je peux te les lister, comme ça c'est fait. Il y aura Tony Brian Finau. Harman. Alors, c'est les 6 joueurs du top 40 mondial. Hein. Juste comme ça, vous savez pourquoi je vous les cite. Finau, Brian Harman, Seb Straka, Tom Hoagie, Kevin Kisner et Seamus Power. Seamus Power qui est le leader de la FedEx Cup. Mais voilà en gros les 6 joueurs du top 40 qu'il y a. Top 40, on aurait pu couper un autre endroit, mais à ce moment-là, on commence à compter, ça ne veut plus rien dire. Mais voilà, on va pas... Hein. C'est un super endroit, Sea Island, c'est des super parcours un peu au bord de mer, trucs comme ça. Mais, Enfin, après, bon, le fait qu'il y ait des joueurs qui soient partis sur le Live, il y ait la finale du DP World Tour, fait que voilà, ce tournoi du PGA Tour, il est pas très très bien placé finalement. Hein, mais bon. Donc on va regarder un petit peu, on vous en parlera la semaine prochaine lors du prochain podcast, l'épisode numéro 11. Mais a priori, on se focalisera pas non plus beaucoup sur ce tournoi, on va vraiment regarder la finale du PGA Tour. Une bonne opportunité pour Finau de faire la doublette, quoi. Hop, Cabernet, il met 2 buts comme ça, poum poum, 2 Exactement. plats du pied. C'est pas Olivier 2 Giroud qui met week-ends tous les buts. où il y avait quelques joueurs qui étaient là, mais en assez peu, en un petit nombre. Donc il profite de ces deux-là pour en claquer 2. Il a l'air d'être chaud, donc... Écoute, on verra bien ce qui se passe. Hein. Ouais. Et sinon, non, mais par contre, il y avait des trucs sympas cette semaine. Parce qu'il y a eu des petits ragots, des petites rumeurs, des Exactement. petites news. Et je pense que ce segment-là, un petit peu qu'on va faire, il faut qu'il revienne toutes les semaines parce qu'il y a tellement de trucs là en ce moment. Mais en ce moment, il y a beaucoup de, Il y a tellement beaucoup de de trucs. rumeurs. Hein. Et puis si tu regardes un peu les réseaux sociaux dans le golf en ce moment, très honnêtement, tu peux avoir beaucoup de choses. Et la première chose, je me lance, Greg Norman apparemment va quitter la présidence ou sa position de CEO du Live et il serait potentiellement remplacé par le CEO actuel de TaylorMade. Ouais. C'est quand même un gros changement parce que c'était la King. tête d'affiche. Ouais. C'était la tête d'affiche. De ce que j'ai compris, en fait, ils veulent juste le sortir de ce rôle de CEO où, tu vois, ça m'étonnerait pas que Norman soit pas bon à ça, parce que c'est pas un truc Ça s'apprend. qu'il sait faire. Enfin, il est intelligent, il est très bon golfeur, donc il sait certainement de quoi il parle en business et golf, mais c'est pas un CEO. Le Mark King, là, je sais pas si tu as un peu vu ce qu'il a fait dans sa vie, mais Taylor, il l'a fait aller to the moon, TaylorMade. C'est le CEO de Taco Bell en ce moment, enfin c'est un fast-food américain, mais qui marche. Le mec est une machine à succès, donc autant que c'est une news qui fait un peu tiens, what? Mais en fait, je pense que ça a beaucoup de sens, et je pense que le PGA Tour et l'European Tour, ils vont un peu trembloter. Si Mark King il dit tiens je vais voir ce qui se passe sur le Live en tout cas et comment rendre cette ligue profitable et faire un truc de ouf, donc voilà. Mais grosse news Live. Il y en avait déjà, d'ailleurs ça va être beaucoup de nos segments actus à mon avis, ça va être sur le Live parce qu'il y a des rumeurs qui partent comme ça. Donc déjà il y a Pat Perez et Mickelson qui se crêpent un peu le chignon. Bon, on sait pas trop pourquoi. Pat Perez, il veut pas en dire plus. Enfin voilà, hein, la super ambiance du Live, elle est plus si super. Non, mais il y a toujours ce que tu montes devant les caméras et ce que tu penses réellement. Et puis maintenant qu'il n'y a plus de caméras, tout peut ressortir un peu plus facilement. Mais bon, ça doit être un petit crépage de chignon, c'est pas non plus. Puis ça n'a jamais été les meilleurs amis du monde. Hein. Non, mais là, Pat Perez, il dit quand même je ne pardonnerai pas Phil. Donc, ce qu'on peut lire à travers de qu'est-ce qu'aurait fait Phil, c'est que Phil, en fait, à l'époque du début du livre, recrutait les joueurs et en fait potentiellement faisait passer ça en mode tiens, il faut que vous me payiez plus sur mon signing, mon bonus de signature à la signature parce que je vous recrute des joueurs. Et donc il faisait ça un peu dans le dos des gens et apparemment c'est potentiellement l'un des trucs que Pat Perez n'a pas apprécié. Mais je vois pas en quoi Pat Perez, plus que d'autres, serait vraiment choqué par ça. Pat Perez, c'est pas non plus la tête d'affiche du livre. Hein. Non, mais tu vois, c'est un peu en sweet talkant Pat Perez, Phil aurait pu, tu vois, potentiellement négocier plus de thunes avec le livre. Ou c'est un move un peu bizarre, moi je trouve. Vendre tes services parce que tu vas recruter des joueurs, très bien, mais au début c'était Mickelson, hein, donc ça a du sens aussi. Hein, oui, mais bon. Au début, qui a pris parti vraiment, à part Mickelson? Il y a que Phil qui a clairement dit, voilà. et je crois pas que Perez le dit dans tous les cas, qu'il est assez d'accord avec Phil, et ce qu'il dit, et choses comme ça. C'est juste là des petites histoires j'imagine, d'argent et d'ego qui tournent mal, où ils se font la gueule, quoi. Oui, au début c'était quand même Phil Mickelson contre le reste du monde sur le Live.
du coup qui est allé chercher les joueurs et qui a peut-être essayé un peu de vendre un peu ce tour. Donc ça m'étonne pas non plus qu'il ait essayé de vouloir prendre un peu d'argent là-dessus. Et Pat Perez, pour le livre, c'est personne. Et enfin, voilà, il a gagné parce qu'il était dans la bonne équipe, mais c'est pas non plus un fervent défenseur du livre. On n'entend jamais parler de Pat Perez sur le livre par rapport à ses déclarations, ses prises de position. En plus, donc si c'est vraiment par rapport à ça... Pour les perfs très moyennes qu'il a faites, on vous mettra peut-être dans des images comme ça, parce qu'on a un super article qui nous a mis pas mal de données sur le livre, justement, le top 10 des earners sur le livre, ce qu'avaient pris les signings, enfin les bonus et les signatures de certains joueurs, trucs comme ça, où enfin voilà, il y avait beaucoup de thunes, et il parle justement du viewership sur YouTube qui est assez triste quand même, et Miami en plus la finale avec le moins de style l'avant-dernier dans le classement des moins regardés, donc c'est voilà, pas mal de questions à se poser sur le livre. On verra ce qui se passe l'année prochaine. L'année prochaine, on aura un tournoi en Australie. Ah oui, c'est vrai. Ils ont annoncé ça. Ils ont annoncé qu'en 2023, on aura un tournoi en Australie. Donc bon, c'est pour les copains Cam Smith, des trucs comme ça. Hein. C'est pour la DRDR de Greg Norman. Ouais, voilà. Il va peut-être jouer. Il va peut-être rentrer dans une équipe et jouer. Donc voilà, c'était un peu les infos du livre. Les autres infos, on a Raph Jacquelin, du coup, qui a fait maintenant 20 ou 25 ans, qui est membre sur l'European Tour. Qui va continuer sa carrière. Je disais la semaine dernière quand je faisais un peu le conseil de classe, oui. Je disais soit il faut que tu ailles voir ta famille et qu'elle met un peu le golf, soit tente ta chance sur le Senior Tour. Je sais pas s'il m'a écouté ou s'il l'avait déjà en tête depuis quelques temps, mais il va tenter sa chance sur le Senior Tour américain. Bah voilà. Donc il n'a pas pris part au Qualification School. Il cherche un nouveau conseiller, je crois. Ouais. Conseiller stratégie, il cherche. Et clairement, là, il va falloir qu'on lui envoie un petit message. Et c'est pour ça qu'il n'est pas au PQ cette année. Bah ouais, bah écoute. Donc bonne chance à toi, Raph. Enfin, quand je disais ça la semaine dernière, c'était pas pour être méchant, c'était vraiment, je pense toi comme moi, on avait vu que c'était plus possible. Donc maintenant, il faut que tu ailles voir un petit peu. Et je serais très content de te voir te battre avec les Steve Stricker, Bernard Langer, Fred Couples et tout. Jiménez, ce serait vraiment je crois que ça s'appelle le Charles Schwab un peu Charles Schwab Cup, exactement. Donc ça serait très content de voir notre premier français vraiment sur le Senior Tour américain. Je pense que il y a quand même faudrait regarder si Thomas Levet ou peut-être un peu de Van de Velde sur le Senior Tour, peut-être un petit peu, ou du Marc Farry. C'était peut-être sur l'European. Non, c'était European Tour. Pour moi, c'est le Senior European Tour. T'as raison. Ils sont pas trop aux US. Peut-être un peu Thomas Levet parce qu'il allait jouer en 2 et les majeurs dans tous les cas, je pense qu'il joue presque maintenant. Mais voilà, Raph, on te souhaite vraiment bonne chance sur le Senior Tour. Surtout qu'il y a de la belle thune aussi sur le Senior Tour. Non, mais c'est pas des rigolos. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et dis donc, on a parlé, là, on n'arrivait plus à la fin, je la voyais plus. Mais en même temps, on avait dit, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à dire ce week-end et en prévision du week-end prochain. Un vrai plaisir de discuter golf avec toi, Alex. Comme tous les lundis. Comme tous les lundis. Tous les lundis, c'est un peu le rendez-vous. C'est le rendez-vous, les habitués, le podcast préféré de tes parents golfeurs ou quoi que ce soit. Exactement. Voilà. Viens liker, viens t'abonner et on se dit... À la semaine prochaine. Et que ça zip. Et que ça zip. Allez, salut, à la semaine prochaine, bye bye.